On savait depuis toujours qu'il y avait, de toute façon, c'est le centre de l'île de la Cité. Donc le cœur de Paris le plus ancien est occupé en premier lieu par les Gaulois, par les Romains, etc. Donc on savait qu'il y avait des vestiges très importants. Simplement, il y a eu ensuite des occupations au Moyen-Âge, des occupations plus tardives, au XVIIe et XVIIIe siècle, et puis c'est Haussmann, au moment où il y a eu de grands travaux dans l'île de la Cité, qui a dégagé complètement le parvis et qui en a fait ce grand terrain vide devant Notre-Dame. Et à ce moment-là, bon, les choses ont été, les maisons ont été rasées et tout s'est trouvé en sous-sol. C'est-à-dire que les sous-sols des anciennes maisons ont été mélangés avec tout ça. Dans la foule telle que vous l'avez là, vous avez des sols de maisons, vous avez des monuments de toutes les époques qui sont mélangés. Effectivement, comme dans toute ville, au moment où on reconstruit, on rase ce qu'il y avait avant, on construit une nouvelle maison. Et quand vous avez des murs romains, vous avez des murs du Moyen-Âge, vous avez des murs du XVIIe siècle, tout ça est un peu enchevêtré. Et les romans, Romains, il y en a, oui, il y a l'enceinte, la première enceinte de Paris qui passe ici, la première muraille qui entourait l'île de la Cité. Donc on a retrouvé 4 morceaux dans cette crypte-là. Des monuments. Non. Ça c'était avant. Ça je viens de pour. Donc d'abord les Gaulois. Les Romains s'installent et construisent. Ils construisent dans l'île, qui était le cas de la ville de Londres, et de l'autre côté, c'est-à-dire les fermes des filles, les arènes de Lucès, tout ça s'est trouvé sur l'autre rive. Et au moment où les Normands et les autres sont venus, pas les Normands, mais d'abord les hordes de barbares sont venus envahir, on a construit très rapidement, à la fin du Bas Empire, les Romains ont construit autour de l'île, pour défendre l'île, une enceinte, enfin une grosse muraille qui a été construite très très rapidement pour protéger tout de suite contre l'envahisseur. Mais ça a duré très longtemps, ça a duré les invasions, ça a duré 2 siècles à peu près, ils sont venus, ils sont repartis, il y en a eu d'autres, il y a eu les Francs, il y a eu les autres, enfin bon. L'Empire romain ensuite s'est écroulé et l'île a gardé d'ailleurs sa muraille jusqu'à l'invasion des Normands en 1886. C'est la même muraille qui a servi, et la suivante, ça a été seulement à l'époque de Philippe Auguste. Romain, qu'on appelle le Saint-Christophe, qui appartenait visiblement à un monument civil, et qui est aussi de taille très, très imposante. C'est très beau, c'est une construction extraordinaire et qui montre qu'il y avait là un monument énorme. Mais on en a qu'un mur, on ne sait pas ce que c'est, je ne me rappelle jamais. Des vases, des objets de toutes les époques d'ailleurs, on a beaucoup de questions romaines, on a également trouvé un petit peu on a étendu ce soleil. Alors, oui, c'est arrivé plusieurs fois depuis le siècle dernier, quand Velesduc a fait les grands travaux de Notre-Dame, quand il a voulu construire le tombeau des archevêques dans Notre-Dame, il a retrouvé des morceaux qui doivent également appartenir à l'enceinte du Bas-Empire. On a retrouvé ça en 1711 dans Notre-Dame, vous voyez c'est très ancien. On retrouve, bon mais ça il faut les travaux dans Notre-Dame pour pouvoir fouiller, c'est pas, les fouilles malheureusement on ne les fait pas où on veut, on les fait où il y a un trou qui se creuse, et on est toujours bien content quand on peut pouvoir fouiller parce que en principe les gens ne viennent pas tellement pour un chantier, on fait des travaux et qu'on débarque et qu'on dit arrêtez ici, il y a des choses précieuses et les entrepreneurs sont pas toujours heureux. Alors il faut toujours se battre. Et plus exactement, on a d'abord demandé à la direction des antiquités de voir s'il n'y avait pas des vestiges sous le parvis sur lesquels on pourrait tomber au moment où on creuserait le parvis. On a donc passé des sondages, on a tombé effectivement sur des restes de murs importants et on a donc décidé de pratiquer avant de creuser le parvis une fouille. On a donc une fouille qui s'est déroulée depuis 1965 jusqu'en 1972. Et devant l'importance des découvertes, on a décidé de sauver la fouille, et le mieux c'est de mise à jour au moment de la fouille, et de construire le parvis parallèlement à la fouille. Et ici, il y a des puits partout, non? Il y a des puits. Il y a beaucoup de puits. Il y a au milieu des rues, des choses comme ça, Oui, il y a beaucoup d'endroits, il y a des puits. Là, vous avez un puits qui donne dans les catacombes, là. Au milieu de ici, là-haut, là. Ici, là. On ne le voit pas bien là parce qu'ils ont fait du machin. Oui, là. Là semble utiliser les Romains
dès donc, le 1er, 2e siècle, tout de suite, on a préféré l'exploiter en souterrain. Et c'est ce qui a donné, jusqu'en 1860 à Paris, c'est ce qui a donné notre immense réseau de carrières souterraines qui a causé évidemment bien des légendes et bien du souci aux gens qui habitaient au-dessus. Au fur et à mesure qu'on avait cessé l'exploitation, on abandonnait la carrière et on la laissait remblayer comme ça, si bien, du moins à moitié, et on ne savait plus du tout ce qu'il y avait sous le sol. Et Paris grandissant, on en venait à construire au-dessus des anciennes carrières sans se douter qu'il y avait quelque chose en dessous. Et puis au fur et à mesure des temps, parce que le calcaire grossier est tout de même assez souple, le ciel des carrières venait à se courber et rapidement scarper. Et si bien qu'il s'en produisait des effondrements. Et c'est comme ça qu'à partir du XVIIIe siècle, une série d'effondrements qu'on appelle en langage technique des fontistes vinrent au jour dans Paris, engloutissant maisons, bêtes et hommes et provoquant une véritable frayeur dans Paris. Je crois que le premier accident a commencé en 1776, en se vissant dans une ancienne plâtrière, une carrière de gypse à Ménilmontant, ensevelissant un pâté de maisons entier et une vingtaine de promeneurs qui étaient au-dessus. L'accident fut grand témoin parce que on en retrouva un mois après, au bout d'un certain nombre de déblais, les cadavres complètement pourris des victimes qui étaient ensevelies. Quelques mois après, c'était une maison du boulevard, de l'actuel boulevard Saint-Michel, nommée autrefois rue d'Enfer, qui était ensevelie. Puis encore ailleurs, et puis partout des fontistes qui venaient au jour. Alors, une véritable panique s'était emparée des Parisiens, pensant que toute la capitale reposait sur un véritable gruyère. Et tout ce qu'on sait, c'est qu'au XVIe siècle, un couvent très célèbre de femmes, nommé le Carmel de l'Incarnation, s'y était établi. C'était une abbaye, a priori, très prospère, qui possédait une église donc au-dessus de cette crypte, une église de style XVIIIe siècle, de style classique, qui était très belle. Qu'est-ce qu'il reste actuellement du Carmel de l'Incarnation? Eh bien, vraiment peu de choses, c'est-à-dire essentiellement, évidemment, la crypte Notre-Dame-des-Champs. En ce qui concerne donc la chapelle souterraine, pour le monde souterrain, pas de problème, elle est très bien conservée actuellement et elle s'adapte évidemment pas très bien dans l'ensemble moderne qui la surmonte, mais on peut la visiter. C'est une propriété privée aussi. C'est une histoire très ancienne et très complexe. Cette chapelle, primitivement, s'appelait Notre-Dame-des-Champs. Le vocable actuellement de Notre-Dame-des-Champs a été repris par une paroisse du 19e siècle sur le boulevard Montparnasse, sans aucun accord avec la chapelle qui nous préoccupe. Cette chapelle est ce qu'on appelle dans le langage parisien, dans la légende parisienne, une des 7 étapes de Saint-Denis. Saint-Denis, qui était l'apôtre des Gaules, qui avait évangélisé la Gaule au IIIe siècle, Saint-Denis s'était vu opposer le pouvoir central romain, parce que la légende disait ceci, c'est que Saint-Denis était venu célébrer une messe dans les carrières et c'est là qu'il avait été arrêté par les forces du pouvoir. Alors pour en terminer avec l'histoire de Saint-Denis, il s'était donc arrêté en plusieurs endroits, qui sont l'église Saint-Étienne-des-Grès, à l'emplacement de la faculté de droit, l'église Saint-Symphorien des Vignes, et la célèbre crypte du martyrium au pied de la butte Montmartre. C'est dans cette crypte du martyrium qu'a été décapité Saint-Denis et ses compagnons. Et là, la légende chrétienne dit ceci, c'est que Saint-Denis s'est baissé pour ramasser sa tête. Il a ramassé sa tête et il a marché, il s'est relevé et il a suivi la grande voie romaine qui menait à Rouen. Il a remonté cette voie romaine par l'actuel 18e arrondissement, la porte de la Chapelle, Clignancourt, Saint-Ouen, et il s'est arrêté dans un endroit qui s'appelait Catualivum, au bord de la Seine, un petit hameau gallo-romain. Et là, il s'est arrêté. Il a été laver sa tête à une fontaine et il est tombé. La légende du fantôme de l'opéra existait donc déjà à propos de l'opéra de Pelletier. L'opéra a toujours été un monde tellement mystérieux et fascinant pour les contemporains qu'on y avait placé toutes sortes de figures, dont celle d'un fantôme qui a été
alors beaucoup plus impressionnante à partir du moment où elle a fait l'objet d'un livre qui était le Fantôme de l'Opéra de Gaston Leroux, et livre qui était à base de plusieurs films, comme vous le savez. Et alors, ce Fantôme de l'Opéra est censé vivre précisément dans ses dessous, dans cette cave, et s'échapper à un moment donné avec le cadavre de sa victime sur une rivière qui est censée couler sous l'opéra, ce qui a donné naissance à toute une mythologie de fleuves qui circulent sous l'opéra, dite la Grange Batelière. C'est absolument faux. Alors il y a effectivement à quelques centaines de mètres de là un ancien ruisseau qui traversait Paris qui s'appelle la Grange Batelière, qui est maintenant canalisé souterrain, mais qui ne passe pas du tout sous ce bâtiment. En revanche, il y a ici une nappe d'eau, une nappe phréatique comme on dit, à laquelle Garnier a été confronté quand il a commencé à creuser les fondations de son édifice. Mais à un moment donné, quand on a creusé à 8-10 mètres sous le niveau de la rue, on est tombé sur cette nappe d'eau qui suintait énormément, et Garnier a voulu, pour résoudre ce problème qui lui semblait grave et qui n'était pas autant qu'il l'avait cru, il a voulu l'enclore dans une énorme cuve qui existe et qui est pleine d'eau et qui est curée régulièrement tous les 10 ou 12 ans. Ça a été le cas récemment, il y a 1 ou 2 ans, mais elle est pleine d'eau et l'eau affleure. Descendez, je vais vous suivre avec les caméras. C'est ça. Descendez, je viens tout de suite.
carrières, c'est ça l'histoire? Oui, l'homme muet des carrières, oui. C'est une légende qui courait, je crois, dans les milieux carriers, chez les carriers au XVIe siècle, dans ce qu'on appelait à l'époque les carrières d'Arcueil, qui sont situées sous le parc Montsouris. Et la légende disait ceci, d'ailleurs elle a été reprise par la suite par un écrivain qui en a fait un roman. C'était un homme, ni plus ni moins qu'un homme, et qui se dirigeait dans les galeries sans lumière, qui était muet, qui ne se nourrissait pas, et qui errait dans les galeries. C'était, paraît-il, au dire des carriers, une vision un peu terrifiante, de voir cet homme apparaître brusquement. Et on ne sait pas du tout ce qu'il faisait, la légende ne dit rien à ce sujet, mais quand on le rencontrait, c'était un signe de mort dans sa famille. Le lendemain, on avait un mort dans sa famille proche quand on avait rencontré l'homme muet des carrières d'Arcueil. Dans le vin, tous les sens entrent en jeu. L'ouïe, lorsqu'on verse le vin dans une bouteille, la bouteille dans le verre. La vue, quand on mire le vin pour voir la couleur, la luminosité, le vin est trouble, il n'est pas trouble, on peut voir des maladies du vin. Après, on tourne le vin dans le verre, comme dans un fleuve, lorsqu'on a des feuilles, il y a des tourbillons, pour centrer le parfum au milieu, on fait tourner le long de la paroi, c'est pour ça qu'il faut toujours tenir le verre par la tige, on centre le vin et on recentre pour bien faire imprégner le dessus du palais. Puis on goûte, on absorbe un petit peu de vin, et on le fait circuler dans le palais, c'est-à-dire on le fait remonter par l'avant comme si on allait recracher. On fait un bruit de succion, comme ça, et on le masse, c'est-à-dire qu'on le fait englober dans tout partout, parce qu'on ressent sur le bout de la langue l'acidité, le sucré sur les côtés, et le goût sur la totalité de la langue. On recrache un petit peu, on crache la totalité, et on déglutit le reste, et on voit la valeur du vin. Ça, c'est peut-être une parenthèse, mais l'attrait de l'homme moderne pour le monde souterrain est très grand. Il est le même que celui des hommes des cavernes. L'homme préhistorique vivait dans les cavernes parce qu'il était en sécurité, il était en paix. Or, l'homme moderne, lorsqu'il est dans le monde souterrain, se trouve dans le silence, la paix, la sécurité. Il se trouve dans le ventre de sa mère, puisque la terre est notre mère à tous, et il
Il se sent protégé contre toutes sortes de choses. Il n'a plus notion ni du temps, ni de l'heure, ni du froid, ni de la chaleur, ni de l'agitation. Il se sent en paix. Il y a une génération seulement, les carrières c'est quelque chose de mystérieux, le monde souterrain c'est quelque chose de mystérieux, qui est effrayant. Hein. Et les gens préféraient la vie au grand air, hein, le jour. Maintenant, le jour est devenu tellement chargé de toutes sortes de choses que le monde souterrain est devenu quelque chose qui aspire la paix. Un noir total. Ok. Je suis sur le chemin. C'est très beau comme ça, non? Il y a quelqu'un qui arrive, hein.